Ce qu'il y a de formidable, c'est ça. C'est ce côté ouvert, micro ouvert, appartement ouvert. On est toujours chez la Dorian. Ah ouais. J'aime bien aussi qu'il n'y ait pas de début dans ce podcast. Les débuts, qu'est-ce que c'est chiant. On prend la vie en route. Pourquoi pas foutre un générique dans ce cas-là? Non, c'est non. Ben voilà. La réponse est non. Nous sommes des incorruptibles. Des incorruptibles, voilà. Des incognitos. Voilà, des incognitos. C'est des Mexicains qui sont incognitos, les incognitos. Alors toujours en direct de chez la Dorian, la reine de la domotique. De la domotique. Oh là là, ouais. Nous devrions avoir, et il ne va pas tarder, notre invité que vous entendez certainement en train de papoter, de boire un café. Peut-être que vous reconnaissez sa voix de loin, je ne sais pas. Ouais. Il a plusieurs noms parce qu'il y a des gens, son nom de famille, on ne sait pas vraiment. C'est un pseudonyme ou c'est... Oui, on sait pas. On va en parler de tout ça. Il nous rappelle la famille Adams, par exemple. Oui, par exemple. Entre autres. Et là, la pomme d'Adam, par exemple. La pomme d'Adam. Ou je vois. À la cave. Ouais. Voilà. Ah voilà, il s'assoit. Tiens, il s'assoit comme ça d'un coup. C'est ça qui est formidable. C'est tout d'un coup, il ne demande pas l'autorisation. Mais il s'assoit. Mais pourquoi demander l'autorisation? Désolé. C'est comme ça. Donc la porte est ouverte. Hein. C'est ça qui est formidable. Alors il est là, le Kev Adam, le Kev Adams. Et comment ils vont alors? Comment elle va celle-là, la chipie? Mais là ça a démarré déjà, on démarre. Mais bien sûr, il n'y a pas de générique, c'est pas la radio. Mais c'est ça que j'adore chez vous, c'est cette espèce de naturel, je vais te dire. ce côté bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Bienvenue chez les ch'tis surtout. Évidemment. Alors on est ici dans le 16e, c'est un peu le nord, c'est pour ça que je faisais le rapport avec les ch'tis, hein, chez la Dorian. Oh, chez la Dorian. Et on reçoit dans Tenez, goûtez, c'est délicieux, Kev Adams. Alors c'est vrai que... C'est quoi? Je suis corrompu là. Je brise la déontologie. C'est vrai que c'est un manque de déontologie, on va pas se mentir. C'est un peu. On est en promo 3000 là. Là, tu joues dans un film qui va sortir bientôt, Jonathan Lambert, dans lequel joue évidemment Kev Adams aussi. Il participe, il fait un caméo. Je vais faire un caméo. C'est très juste. Très bien résumé. Il y a la possibilité de déclencher le pain surprise aussi aujourd'hui. Absolument, comme toujours. Alors le pain surprise, on le rappelle. C'est l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité dont on ignore l'identité, mais je crois savoir vers quoi on se dirige dans cette ligne éditoriale très promotionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas venu parler de ce film. Voilà. Je ne veux pas faire de promo, je m'y refuse à tout prix. C'est bien. Je suis venu embrasser votre concept à tout prix. Voilà, ça c'est gentil. C'est un podcast que j'écoute, c'est un podcast que je consomme, que je trouve non seulement très sympathique mais aussi original. Et je me suis dit, il est temps d'y aller. Et donc je suis heureux d'être là. Hors de question qu'on parle de ce film le jour J, qui sort le 15 octobre, un film de Claude Zidi Junior qui est très drôle, dans la lignée bien sûr de La Grande Vadrouille ou de Papy fait de la Résistance. Voilà. Maintenant, je crois que nous en avons dit suffisamment. Allez, un petit mot sur le casting quand même. Parce que Didier Bourdon en général nazi, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de louper au cinéma. Voilà. Exactement. Déjà, ça, Est-ce que ce serait pas suffisant finalement? Suffisant. C'est parfait. Donc pour actionner le pain surprise, quand tu le souhaites, tu tapes sur la cloche et le pain surprise, qui est donc l'invité de l'invité, apparaîtra à tout moment. Voilà, oui, parce que c'est ça qu'on oublie de dire. Hein, c'est aussi l'un des principes de ce podcast, et c'est pour ça qu'on enregistre chez la Dorian, c'est qu'on a cette permission, c'est de crier, parce qu'on considère que le cri est libérateur, le cri fait partie de nous, mais nous ne le libérons pas assez. Pas assez, c'est vrai. Seulement dans des moments tristes et sombres d'ailleurs, souvent, ça intervient. Exactement. Alors que le cri de joie ou le cri de jouissance existe, et n'hésite pas à le manifester quand tu le souhaiteras. Ah, voilà, c'est fait. Il est pas mal, on n'a jamais eu cette version de cri. Moi, oui, vas-y. Moi, j'ai envie de lui dire, mais qui es-tu, Kev Adams? D'où viens-tu? C'est une bonne question. Alors, d'où viens-tu? Moi, je vais te dire. Pourquoi? Moi, tiens, petite anecdote. La première fois que je l'ai rencontré, c'est vrai, c'était à Deauville. C'est vrai. Et c'était au festival de Deauville, et je vois un jeune garçon. Hein, non, un jeune garçon. T'avais quoi? Tu devais avoir 16 ans, 17 ans, un truc comme ça? À peu près 18, 19 ans. Et il vient vers moi tout mignon et dit voilà, je veux faire ce métier-là, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Et puis demander ça à plusieurs comédiens qui étaient sur place. Tout à fait. Et je me disais, putain, mais alors moi qui suis... alors, j'aime pas donner des conseils parce que je considère que j'en ai pas à donner ou qu'ils sont très mauvais, qui sont très bons et que je les garde pour moi, ou qui sont très mauvais. Oui, ou ça n'est même que ton expérience. Donc comment tu peux Mais ce que je trouvais génial, c'était le bagou de Et ça, je sais que tu l'as pas fait qu'avec moi, que tu l'as traîné partout. T'as allé voir tout le monde. Non, mais après la preuve que ça sert ou ça sert pas. Mais en tout cas, l'important c'est que toi, t'avais envie, et à force de se dire que t'as envie.
et que tu vas y arriver, bah t'y es arrivé. Je crois que ça traduisait surtout un truc important qui est que quand t'es jeune et que tu rêves de faire ce métier et que tu connais pas de gens dans ce métier, eh ben il y a une espèce de labyrinthe qui se met en place où tu sais pas trop par où accéder, quoi. Et donc il y a un moment donné où je me suis dit, est-ce que la meilleure manière de le faire, ce serait pas de demander aux gens qui le font, quoi, tu vois. Et donc j'ai commencé à demander à ça à plein de monde, plein de gens, j'attendais à la sortie du théâtre, à la sortie des avant-premières de cinéma, j'allais aux avant-premières de cinéma et j'essayais d'obtenir des contacts d'une manière ou d'une autre. Et ça a pris un peu de temps pour moi de comprendre que ça n'allait pas venir de l'extérieur, mais que ça ne pouvait que venir de nous-mêmes. Et à ce moment-là, tu prenais des cours de théâtre quand même? Oui, bien sûr. J'étais à l'atelier Harlequin pendant... J'ai fait 10 ans quasiment là-bas, ouais. Moi, sur un moment donné, un retour de Cannes, à ce moment-là, j'habitais dans le sud, donc je suis monté à Paris, et il y avait, retour du Festival de Cannes, il y avait Jean-Yves Lafesse. Tu vois, qui était le micro-trottoir. Qui s'appelait Lambert, du reste. Ah oui. Ouais, c'est vrai, son vrai nom, c'était Lambert. C'est vrai? Ouais. Et moi, c'est pas que j'avais tout vu Canal, c'est que Canal, c'était tout le temps. Toutes les émissions, tous les sketchs, tous les trucs, depuis les débuts de Canal, quoi. Et donc, du coup, je le vois et je lui demande. Ah, bah, il me dit, il y a un gars dans une boîte de prod. Je suis allé le voir dans l'avion, tu vois, comme toi. Vous connaissez quelqu'un? Bon, j'avais que ce numéro-là. Au final, j'avais appelé un truc qui n'a jamais répondu. Puis je me suis retrouvé sur les champs. À l'époque, je fumais. Je fumais les Marlboro Light et attendre en me disant mais qu'est-ce que je vais foutre ici en fait, je connais personne. Par contre, une chose est sûre, c'est que jamais je redescendrai si j'ai pas fait un truc. C'est trop la honte, tu vois. Ah ouais. Pour moi, j'avais été tellement moussé. J'aime bien me mettre des défis où t'as aucune compétence pour le faire. Mais t'y vas, quoi. Et c'est le pouvoir de l'intention. À un moment donné, à force. Je suis d'accord. Voilà. En tout cas, ça raconte quelque chose sur la projection, quoi. Quand tu t'y vois déjà, quand tu t'y mets déjà, quand tu te dis, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un point commun entre beaucoup d'artistes. J'en parlais beaucoup avec Gad. Il y a un moment donné où c'est souvent des gens... Grégory Gadebois ? Oui, tout à fait. Qui se laissent pas d'autre choix. Tu vois, il n'y a pas de solution B. Non. Et j'ai l'impression que je sais faire, entre guillemets. C'est un peu le... Exactement. qu'on a en tête. Ouais. Et puis, parfois, il y a aussi ce côté... au-delà du côté je sais rien faire d'autre, il y a aussi un côté, c'est une nécessité, quoi. Ouais. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire marrer. J'ai besoin de m'exprimer de cette manière. J'ai besoin de voir le sourire sur la tronche des autres. Donc, non, moi, j'avais ce truc-là très fort. Et c'est cool d'en parler. Parce qu'en ce moment, d'ailleurs, on est en avant-première pour le film Jour J, mais dont on ne parle pas, bien sûr. Non, par contre, pas de promo dans le podcast. 15 octobre et c'est marrant parce que voilà, mais on n'en parle pas. Mais non, surtout pas. Dans lequel vous pouvez retrouver par exemple Jonathan Lambert qui joue un abbé exceptionnel, par exemple. Oui, mais c'est tabou, on n'en parle pas. Voilà. J'espère que le pain surprise, il ou elle, n'a pas de rapport avec le film, parce que là, ça fait beaucoup de moments. Je trouve que ça deviendrait lourd. Ça serait la première fois qu'on fait un ultra promo podcast. Il manquerait plus que je joue dans le film. En l'occurrence, non. Mais tu vois, ou que j'en parle. Exemple, attention, il peut y avoir un 2. Mais j'aime l'idée de faire la promo d'un film en donnant juste des petites choses qu'il y a dans le film. Il joue par exemple un abbé qui s'appelle l'abbé Nichou, qui est un ancien rabbin et qui s'est reconverti. Monsieur Bénichou est devenu l'abbé Nichou. Voilà. Fin de la promo du jour J. Alors, qui peut être aussi l'abbé Nichou, qui voudrait dire autre chose encore. Là, qui voudrait dire la grande celle-là. Les nouvelles, c'est pas la plus vilaine. Je l'ai vue, elle a dansé encore tout le week-end sur le bar. Et comment elle va, la béniche? La grosse béniche. Et comment tes parents ils voyaient ça? Parce que quand t'avais 16 piges, que tu partais à Deauville par exemple, ou sur d'autres festivals, ils se disaient mais il est jeune. Non mais c'est tout. Mais tu dormais où? Tu partais pour la journée? Chez un pote. Ouais, on dormait chez des potes. Non, ils voyaient ça très mal, très mal. Ma mère très tôt m'a dit sois prudent. Je crois que c'était plus de la crainte qu'autre chose, quoi. Elle me disait c'est pas des métiers pour nous, c'est pas des choses qu'on fait pour nous. Et puis il faut remettre aussi les choses dans le contexte de l'éducation de chacun. Mes parents sont la première génération dans ma famille de gens qui sont nés en France. C'est-à-dire que mes grands-parents de chaque côté sont nés ailleurs. Leurs grands-parents, je parle de mes parents, sont nés encore dans un autre pays que leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette espèce de côté, on est ici en invité, il faut pas faire trop de bruit, il faut pas faire de vagues, faut être un peu discret, quoi. Moi, mes grands-parents côté paternel sont nés en Algérie. Quand ils arrivent en France, il y a un côté le travail, quoi. Il y a que le travail qui compte, donc ils ont éduqué leurs gosses comme ça. Il y avait un côté, faut trouver un vrai travail, un truc qui ramène de l'argent. Et à un moment donné, il faut être pragmatique, quoi. Et du côté de ma mère, c'est à peu de choses près la même histoire, mais côté Tunisie. Et ma mère, elle a grandi dans une famille avec 3 filles où on leur a inculqué, vous sortez des études, faut travailler, faut ramener de l'argent, hors de question. Les vraies valeurs, le côté oui, mais presque un peu trop. Ce côté artiste, pour eux, ça voulait un peu pas rien dire, mais il y avait un côté, mais tu fais ça le samedi, c'est comme le tennis, quoi, tu vois. Exactement. Tu vas pas, c'est pas un métier, quoi. Et d'autant plus quand t'arrives et que tu dis tu veux faire ça à 16-17 ans, il y a
vraiment un côté, oui, bah ça te passera, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, il y a un côté, c'est normal, oui. Ta crise d'ado, quoi. Ouais. Je sais que moi, dans ma famille, on m'a dit, quand je disais je vais devenir comédien plus tard, on me disait, ouais, mais moi je disais astronaute aussi à ton âge. Tu vois, donc il y avait ce côté. Tu dois tourner avec Claude Zidi Junior, un film qui s'appellera Le Jour J, qui sortira le 15 octobre. Non, mais ça, c'est jamais de la vie. C'est même pas imaginable. Avant, t'avais à l'école. Un film dans lequel j'arrive, je rue un nazi, par exemple, je serais fou. Allez, tu continuais l'école en parallèle ? Ouais, bien sûr. C'était la condition sine qua non. Ouais. Ma mère m'a dit je ferme les yeux sur ces histoires de scènes et de trucs et de machins. N'importe quoi. Mais si t'as pas le bac, il se passera rien. Mais c'est quoi le moment fondamental, le moment clé, l'épiphanie, le truc où un jour tu t'es dit en regardant un humoriste, le fameux rond-point où t'as pris la bonne sortie. Où tu t'es dit, putain, là, c'est le truc qui me fait marrer, c'est ça que je veux faire. Tu vois, est-ce que c'était dans un film, est-ce que c'était une émission, Il y en a eu deux, je dirais. Voilà. Il y en a eu deux. Il y a eu au cinéma, je devais avoir 7-8 ans, et le film Titanic de James Cameron est sorti. J'ai été le voir avec ma mère au Grand Rex à Paris. Mais ça, c'est pas pour la poilade, c'est pour le côté grand spectacle. Ah non, ça c'était le côté cinéma. Je me suis dit, mais comment c'est possible de provoquer autant d'émotions à autant de gens? Parce que c'était dans la grande salle du Grand Rex à l'époque. C'était la grande époque du cinéma, surtout pour Titanic, où le cinéma cartonnait. Donc la grande salle du Grand Rex doit faire. Les fauteuils du Grand Rex. Et puis la salle doit faire 2500 ou 3000 places. Et il devait y avoir 1500 personnes un samedi après-midi pour venir voir Titanic sur l'écran grand large, tu vois. Donc c'était complètement dingue. Et puis je vois les gens pleurer, s'esclaffer, être comme des dingues, vivre au rythme des personnages. Et je me suis dit, non mais c'est dingue, je veux faire ça, quoi. Je veux être la personne dans cet écran, quoi. Déjà un égo surdimensionné. Déjà. À 7-8 ans. Et le deuxième moment? Je pense que quand j'avais... le lendemain, tu suis retourné. Le lendemain, j'ai retourné... Non, c'est pas du tout. Quand j'ai eu 10 ans, je me rappelle très précisément, quand j'ai eu 10 ans, mes parents m'ont offert pour mon anniversaire des tickets pour aller voir le spectacle La vie normale de Gad Elmaleh. Et donc on a été au théâtre. Magnifique. Avec mes parents. Et là, ils savent que... Est-ce que c'est une façon de... Ils savent que ça me plaît. Ouais. C'est-à-dire que je regarde déjà un petit peu les DVD. C'est presque dangereux parce que ça risque de le... Mon père regarde Les Inconnus en boucle à la maison, donc je regarde avec lui. Il regarde aussi il consomme aussi des spectacles d'humour, donc je regarde avec eux. Et puis, c'est l'époque où on découvre un peu, tu vois, les seuls en scène, les humoristes, ça commence à devenir un truc un peu stylé, un peu hype et tout ça, donc on en parle un peu à l'école. C'était de la VHS ou du DVD? C'était de la VHS. Non, c'est vrai? Ouais, bien sûr. C'était de la VHS. C'est beau, ça. C'est de la VHS. Et puis d'ailleurs, c'est aussi le moment où... moi, j'ai grandi aussi dans cette génération où il y avait cette espèce de c'était les nouvelles rockstars, les humoristes, tu vois. C'était après Decaune et Garcia, bien sûr, mais c'était l'époque d'Omar et Fred. Quelques temps après, il y a eu d'ailleurs Jonathan Lambert chez Ruquier. Il y avait ce côté, mais vraiment, il y avait ce côté où quand t'étais jeune, tu regardais ça et tu te disais la liberté qu'ils ont, ces mecs-là, ils sont capables de tout dire comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Il y avait ce côté, c'est dingue en fait ce qui se passe. Jamel, Gad, tu vois, c'était ce moment-là, quoi. Et donc ils m'offrent les places pour aller voir, et puis je passe une soirée, je suis bouche bée, je crois, toute la soirée. Je suis même pas sûr que j'ai ri tellement j'étais. Ah ouais, c'est ça. J'étais sous le choc, quoi. J'étais choqué de voir ça en vrai pour la première fois. Il y avait un côté, ils sont tous venus, ils ont pris leur soirée. Je sais pas comment j'intellectualisais le truc. Quoi, du truc qui te. Ouais, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. C'était au théâtre de Jazet, je me rappelle très précisément. Et on était au balcon en haut à gauche. Le plus vieux théâtre de Paris, je crois. Voilà. Et mon petit frère Noam devait avoir, si j'avais 10 ans, il avait 6 ans. Il s'est fait chier comme un rat mort. Il avait envie de mourir d'être là. Il s'est endormi au bout de 15 minutes de spectacle. Et moi, j'ai passé la soirée. Ébahi. Meilleure soirée de ta vie. Et tu finis par jouer donc avec Gad, puisque vous faites un spectacle ensemble, ouais, tout à fait. Et avec Leonardo, donc qu'est-ce qui est prévu que j'ai rencontré, c'est ça qui est dingue. Je l'ai rencontré. Alors il paraît que t'as fait une incursion américaine un peu, parce que t'as joué dans une. J'ai joué dans des comedy clubs aux États-Unis, et j'ai joué dans un ou deux petits films américains, mais des tout petits rôles, rien de spécial. Alors comment rien à voir avec le film Le Jour J de Claude Zidi Junior, qui sort très prochainement, où j'ai la chance d'avoir un rôle beaucoup plus important. Non. Non, mais ce qui est marrant, c'est que quand tu tentes entre guillemets ta chance aux States, c'est quoi? C'est le kiff de se dire je suis worldwide. Qu'est-ce qui t'excite là-dedans? Franchement, il n'y a aucune ambition derrière, pour être très honnête. C'est juste quoi? du gros kiff. C'était des occasions. Ça c'est bien. Ça me plaît comme gros phrase. Kiff. Ça j'aime bien. Le gros kiff de me dire, en fait, je suis parti aux États-Unis une fois à la base parce que je vivais un moment en France où la notoriété et tout ça, je pense que ça arrivait très jeune pour moi et ça commençait un peu à me tourner la tête et à pas me faire que du bien. Et on va y revenir. Et donc je suis parti. On va y revenir parce que c'est aussi une séance de psychiatrie. Avec plaisir, Léa Salamé, on y reviendra. Il y a des auditeurs qui ont des questions à vous poser. Oui, beaucoup d'auditeurs. On va y revenir sur votre passage un peu compliqué. Gad. C'est Gad?
Et c'est vrai que... Elle se trompe tout le temps, c'était pour imiter Léa Salamé. Oui, c'est vrai. Mais avant tout, Kev, comment ça va? Non, mais à la base, je partais aux États-Unis pour ça. J'étais fasciné par ce côté, c'est grand, c'est le pays de l'entertainment, ils savent faire ça mieux que nous. Les hot dogs, les hot dogs, tu vois, Donald Trump, tu vois, ce délire, quoi. Et il se trouve qu'en allant passer du temps longuement là-bas, j'ai été dans les comedy clubs, attiré naturellement à aller voir un peu les humoristes américains. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est fou comme ça m'attire, même dans ce pays, sans avoir pour autant l'ambition de faire un métier là-bas, mais juste de me dire, j'aimerais bien aller et m'essayer aussi sur scène parmi ces mecs-là. Et donc, c'est comme ça, naturellement, que j'ai commencé à faire du stand-up là-bas. Mais rien à voir avec l'histoire de DiCaprio. DiCaprio, c'est une histoire assez marrante. C'est quand je fais le film Aladdin, le producteur à l'époque me dit, si le film dépasse 3 millions d'entrées, je réalise ton plus grand rêve. Puisque moi, ce sera mon plus grand rêve, je pourrais m'acheter ma Porsche. Ah, pas mal, c'est pas mal dit. Arthur Benzaken ? C'est pas exactement comme ça, mais à peu de choses près. Non, c'est Daniel Torgman qui produit encore beaucoup de films de qualité d'ailleurs. Et le film dépasse cette barre symbolique. Et il me dit, quel est ton plus grand rêve ? Je lui dis, ce serait de rencontrer Leonardo DiCaprio. 5 minutes, juste lui dire à quel point je suis fan de ses films. Parce que je pense que dans ma liste de mes 30 films préférés ever au monde, il doit jouer dans 10 des 30. Oui. Alors, tu sais, comme Musée Grévin, il est très accessible. Hein. Il paraît. Ouais. Et très sympa en plus. Hyper calme. Ouais, très silencieux, très sympa. Et du coup, je l'ai rencontré. Je sais pas comment il a organisé le truc, mais j'ai été à Los Angeles un soir en 2016 et il était là dans une soirée. Hyper sympa, hyper avenant, à donner des conseils, à être trop cool. Voilà, petit béret, 250 mannequins de 20 ans autour de lui. Ah ouais. Simple, quoi, finalement. Ouais. Finalement, quelqu'un de simple. Voilà. Qui roule au diesel, on le rappelle. C'est important pour combattre l'écologie. Est-ce qu'il est pas temps tiens donc d'accueillir le pain surprise? Mais qui voilà pas? Alors mais qui voilà pas? Mais c'est la boulelle. Ouais, c'est la boulelle. La boulelle. Je suis très heureux de vous amener mon pain surprise aujourd'hui. Laissez-moi vous le présenter. Vas-y, présente-le nous. Il n'est pas seulement acteur, il est également boulanger, fromager à ses heures perdues, ancien détenu. Cet homme a tout vécu. Il a vécu dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Il est un fruit du mélange de plein de vécus. Il maîtrise toutes les cultures. Il a un côté alsacien en lui, un côté... bien caché. Très caché, bien sûr. Il a un côté français, un côté algérien. Il a changé de fièrement. Il est beau, bien sûr. Ah ouais. Et puis, je vais vous dire, il a ce côté que j'adore, c'est-à-dire qu'il représente cette nouvelle génération qui vient parfois titiller comme ça les codes. Il a ce côté aussi un peu... ce côté qui nous fait rire et qui nous a toujours fait rire aussi de la banlieue, ces mecs qu'on adore avoir dans notre bande de potes et qu'on retrouve en bas de l'immeuble et qui nous font gaulerie. Et en même temps, il a ce côté profondément franchouillard. C'est quand même un des rares gars que je connais qui est vraiment en mode bah non mais de toute manière avec tout ce qui se passe en ce moment, comment veux-tu que il a cette gouaille et c'est un vrai bagnolard. Et c'est un vrai bagnolard. Bref, je suis absolument fan de lui. On passe nos journées ensemble. Je vous rassure. Il ne joue qu'un petit peu dans le film Le Jour J. Ah oui, alors, c'est quoi ce film parce que... Bah oui, c'est vrai, parce qu'on en reparle, mais on l'a pas bien compris. Hein, mais c'est quoi Tu joues aussi dedans, non? Je joue dedans, ouais, je joue le rôle du soldat Zerkawi. Ouais. Voilà. Bon, c'est l'histoire de 2 soldats qui se trompent de jour. Le pitch est quand même très très drôle. Débarquement, ouais. Alors, on fait juste un petit mot, parce que c'est vrai que c'est Claude Zidi qui a réalisé, mais qui a coécrit le scénario, et c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis 9 ans. Et c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui de renouer avec la comédie d'aventure, grand spectacle. Oui, c'est très vrai. Parce qu'effectivement, c'est le débarquement, et donc en gros, c'est 2 types qui débarquent, mais ils se sont trompés de jour. Exactement. C'est ça. Le pitch est suffisamment alléchant. Et puis, allez voir la bande-annonce si ça vous intéresse. Mais nous, on arrête de parler de ça pour l'instant, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça sort le 15. Ça sort le 15 octobre. 15 octobre, ça sort le 15 octobre. Brahim, vous connaissez depuis longtemps? Ah oui, c'est ça, j'allais dire. On se connaît depuis un petit moment. Ouais. Et comment s'est fait la rencontre? J'ai rencontré Brahim, je crois que la première fois c'était certainement dans les plateaux de Comedy Club, peut-être au Fridge. Moi je l'ai découvert bien sûr dans Validé de Franck Gastambide. Et ensuite je l'ai découvert, on s'est parlé pour la première fois dans la vraie vie dans les Comedy Club parce qu'il s'essayait au stand-up à l'époque. Voilà. Ensuite il est parti longuement en vacances au Maroc. Et attends, mais juste je t'interromps. Pourquoi tu t'es essayé? C'est-à-dire que toi, qu'est-ce qui t'a amené au stand-up justement? Bah, en fait, j'ai toujours adoré le stand-up. Parce et je me suis dit. On l'avait croisé sur, tu te souviens, sur Netflix, sur le film de. En passant pécho. En passant pécho. À ce moment-là, tu faisais du stand-up déjà? J'avais fait du stand-up déjà. Ouais.
Mais c'est le premier truc où tu t'es dit, t'es plus passé par là, où tu t'es dit cours de théâtre, j'ai envie de... Non, en vrai, pas du tout de cours de théâtre et je suis passé vaguement. J'ai dû faire 2-3 mois de planche, je crois, un truc comme ça. Grosso modo, après. Et de la construction. Et t'étais ébéniste. C'est important de le préciser parce que les gens vont croire. Rien à voir avec le théâtre. Premier employeur de France, l'artisanat. Rassurez-moi, tout le monde n'a rien à voir avec ce métier à la base. D'accord. C'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Juste un accident. Et puis voilà, deux, trois petites scènes et des petites vidéos à droite à gauche sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et voilà la Brahim lancée. Et voilà la Brahim lancée, que si on peut dire ça, ouais. Je suis contacté par Gastambide, la Gastambidée. Ouais. Oui, mais avant ça, le tout premier, on va dire ton premier cachet pro, c'est lequel? Tu te souviens? Validé. C'est ça. C'est pas en passant pécho? Non, c'est validé. C'est le premier casting de ma vie. Et comment il te repère? Sur les réseaux sociaux, il tombe sur 2-3 vidéos, il contacte Hakim Jimili que je connaissais moi déjà à l'époque, et il lui dit ouais, c'est qui ta petite boulette là que tu mets en story? Je veux que tu me l'envoies en casting. Hakim il vient, il me dit écoute, il y a un casting pour Canal et tout. J'ai écoute, c'est très simple, j'ai jamais fait de casting de ma vie, allez go, j'y vais. J'y vais, mais je me dis un truc en tête, si je l'ai pas, c'est que c'est pas fait pour WAM. Ah, tu vois, ça on l'a tous vécu, ce truc-là. La porte qui, tu dis, si elle s'en trouve, je passe un coup d'épaule, si elle se referme, c'est que c'est fini. Ouais, c'est marrant, moi j'ai pas eu ça. Ah ouais? Moi j'ai loupé tous mes castings et plus je les loupais, plus je me disais, mais ils n'ont rien compris. Pauvre d'eux. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'inverse, moi je suis plus partisan un mal pour un bien, tu vois. Oui, donc, évidemment. Mais bon, toi, c'était ta philosophie. Moi, j'étais en mode vraiment extrémiste sur le truc. Voilà. Genre, j'y vais, je l'ai, ok, je l'ai pas, ça s'arrête là. Du coup, ils me font des callbacks. J'appelle Hakim, je dis écoute, je suis en callback et tout. Il me dit ouais, c'est bien. 1 callback, 2 callbacks, 3 callbacks, 4 callbacks. Au bout du 5e, je me dis c'est pas possible. En fait, ils font une vanne. Ma gueule. Non, j'y vais, je fais le truc, ils me disent on te rappelle. En fait, c'était déjà le tournage, il avait pas compris. C'était déjà en train de tourner. Et en fait, je fais quoi? Jour 1, jour 2, jour 3, mais jusqu'à quand va durer ce casting? Et comme ça pendant 3 mois des castings. Et je sors du callback, le 5e. Et je casse ma puce, je change de numéro. Je me dis ça, c'est pas fait pour moi. Ciao. Ah ouais. Ah ouais. Et 1 mois plus tard, il y a... Un peu excessif comme ça. Non, mais vraiment, à l'algérienne. Voilà. Je suis désolé, mais ça a été fait à l'algérienne. Et 1 mois plus tard, il y a Attic qui m'appelle en FaceTime. Il me dit ça va frérot et tout. Je dis ouais, ça va. Il me dit félicitations. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah t'as été pris. Et comment ça? Et je savais pas. Et j'envoie un message à Franck. Je dis salut Franck. Juste savoir comment ça se passe les castings. Et il me dit toi t'es fou, toi appel urgent. Ça fait 1 mois que tout le monde te cherche. En fait j'ai été pris depuis le premier jour. C'est juste qu'ils voulaient voir les autres autour de WAM. D'accord. Voilà. C'est comme ça que c'est passé. Putain, incroyable. Premier casting. Et tu continues le stand-up, tout ça? Non, je vais reprendre là. Et l'acting, tu continues? Oui, l'acting, je continue. Ça t'a pas suffi. Le prochain film avec Claude Zidi Junior s'appelle Le Jour G. C'est pas, on peut en parler ici? Non, il faut pas trop en parler. Faut pas trop en parler. Attends, c'est Le Jour G ou Le Jour J? Le Jour J. Ah voilà. Le Jour J. Parce que j'avais pas entendu. Mais ça sort quand? Mon prénom, le 15 octobre. Ça sort le 15 octobre, ouais. Combien de collaborations tous les deux? Parce que ça fait un paquet quand même. Vous avez fait des collabs? On a fait des... Vous faites des collabs? Ouais, on fait des collabs. Non, mais c'est vrai, il y a eu. Pourquoi tu lui poses une question? Il vient de manger un sandwich? Ouais, mais parce alors que je n'ai rien mangé depuis le début. C'est vrai, voilà. Il y en a plein d'autres. C'est notre. Maison de retraite? Il y a eu Maison de retraite 2. La série? Il y a la série. Non, dans la série, Brahim ne joue pas. J'ai sauté. Pardon. Tu serais pas un peu entrepreneur, Cavada? Un peu. Quand même, à mes heures perdues. Mais on va en parler. Du business. Et on va en C'est parler la aussi. deuxième, je crois, au cinéma, pour le coup. C'est la deuxième au cinéma. Ouais. Après sur YouTube on a fait beaucoup de choses ensemble, on a été à une quinzaine de vidéos ensemble. L'humour à la plage. L'humour à la plage bien sûr. Il est venu au festival cette année, l'humour à la plage. Sur scène. Mais vous êtes de l'époque, contrairement à nous, où tout va très vite d'un coup quand ça marche. C'est vrai. Tu vois, il y a quand même en plus il y a encore plus de monde maintenant qui font ce métier. Donc et vous avez eu à un moment donné, comme disait Jonathan, tu sens que vous avez un peu perdu pied ou que c'était compliqué ou moi oui. Ou des gens trouvent le boulard comme on dirait. Moi oui ouais. Ouais. Oh là, c'est douloureux comme. Non, c'est douloureux. Non, c'est pas non, douloureux. Mais tu sais, genre, moi, on me dit pas non, quoi, tu vois, ou là, tu sais, dans la tête, hein, t'as pas ça. Pas comme ça, moi, c'est pas exprimé comme ça. C'est pas exprimé comme ça, c'est juste qu'à un moment donné. Déjà, t'étais hyper jeune. Moi, j'étais très jeune. C'est quand même compliqué. J'étais très jeune et c'est devenu un truc un peu trop gros à gérer, un peu trop bizarre, un peu trop étrange. Et puis, c'est pas le côté on me dit pas non, c'était plus le côté t'es le centre de l'attention partout où tu vas en fait. Oui, on dit tout le temps oui en fait. Et on te dit, et puis on parle super. de toi comme d'un truc absolument génial, comme le nouveau truc à la mode et tout ça. Et t'as 22 ans, t'as pas fini de te construire toi-même déjà quoi. Donc
moi je sais que j'ai eu un moment où j'ai certainement pris la grosse tête de la mauvaise manière, mais pas, ça s'exprimait pas en mode moi on me dit pas non, c'était plus c'est normal, enfin tu vois, tout est normal quoi. Oui, plus de doute on m'emmène partout, c'est normal. Il y a des gens qui travaillent pour moi H24, c'est normal. J'arrive dans un cinéma, on m'a préparé une aide d'honneur, c'est normal. Mais je me le disais même pas, je me disais pas c'est normal. C'était normal, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis, bah non, en fait, c'est pas normal, tu vois. Non seulement c'est pas normal, mais ça fait du mal à mon travail. C'est-à-dire que. Oui, parce que tu doutes plus, et c'est important le doute aussi dans ce métier. Tu doutes plus, puis tu travailles plus. C'est ça, quand tout est normal, tu te dis, bah non, tu te dis, tu ronfles en fait. Ça devient de la routine. Tu ronfles. T'es pas créatif. Et puis t'es certainement à certains moments pas très respectueux avec des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui. Je vous donne un exemple tout bête, mais. T'arrives dans un cinéma pour présenter un film, il y a des gens qui, comme très souvent, préparent un petit encas, et puis ils y mettent de l'attention, de l'amour, ils ont des petits cadeaux, et puis ils t'ont préparé la petite boisson que t'aimes bien, et puis tout ça. Puis toi, tu rentres dans le cinéma, tu dis bonjour à tous, tu sers 3 paluches, et tu te casses dans ton van. Ouais. Et puis le petit gâteau qu'ils ont préparé toute la matinée, tu vois, il est resté sur le côté. Un petit geste. C'est un vrai manque de respect, tu vois, mais tu t'en rends même pas compte. C'est normal, en fait. Et toute cette normalité-là, moi, je suis rentré dedans très jeune. Ça a duré quelques années où on me saussait la tronche pour rien, tu vois. Ça dure encore un peu, Kev. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Non, mais tu vois, avoir du recul et je pense que c'est au moment justement, où... il y en a qui l'ont pas. Je pense que c'est au moment où, justement, certains films ou projets ont commencé à moins bien marcher, que je me suis rendu compte que tout ça, non seulement n'était pas normal, mais que mon comportement, parfois, n'était pas normal. Et tant mieux, d'ailleurs. Je suis heureux de l'avoir vécu pour comprendre aussi, aujourd'hui, ce qui est cool et ce qui me fait plaisir et ce qui est pas cool dans ce métier. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est un métier où, de base... Je pense que le point commun entre tous les artistes, c'est la volonté extrême de faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire le plaisir de voir le rire sur la tronche de l'autre, le plaisir de se dire « Oh là là, je vais les faire marrer, ça va être sympa ». Et en fait, c'est dingue comment l'espèce de star system te fait tomber dans un truc complètement ailleurs, où d'un coup, le plaisir, c'est plus de voir le kiff de l'autre, c'est presque le tien, quoi. Il y a un truc un peu égoïste. Qui n'a plus aucun rapport avec ce métier. Qui n'a plus aucun rapport avec ta passion de base, quoi. Exactement. Et donc, non, moi, je suis content d'avoir vécu ce truc-là jeune, parce que pour le coup, j'ai pu un peu en revenir aussi. Ouais. Quoi. C'est bien d'avoir du recul là-dessus. Et il y en a qui sont toujours bloqués. Hein. Mais justement... Je pense à Simon Pellandier, Colette Jean Didier. Je les avais dit, j'ai cité dans mon spectacle. C'est un spectacle, je parlais de ce sujet-là. Il serait temps que tu parles de Colette Jean Didier. Parce que... Je l'ai dit dans mon spectacle. Elle va loin, quand même. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais quand même des personnes refuges qui te disaient justement, alors ça peut être tes parents, ton entourage, tes très proches d'amis, qui disaient mais Kev, calme-toi, ou t'as pris le boulard, ou ça c'est pas drôle, fais gaffe. Est-ce que t'as eu il y en a toujours eu, franchement. J'ai toujours été entouré, très entouré, c'est une chance incroyable. Et pour le coup, ça a été un refuge dans les moments où ça allait très bien. Parce que t'es assez fidèle quand même, malgré tout ce que... Déjà cette longévité... Tu travailles, tu vois, on parlait de Lisa Soussan, qui est ta productrice et associée, tout à fait, depuis quand même des années. Tu travailles avec des gens quand même depuis longtemps, tu vois, Brahim. T'aimes bien t'entourer, avoir une sorte de. J'aime être avec des gens de confiance et surtout avec des gens avec qui j'aime me marrer. Chantal, bien évidemment, Chantal là-dessous. Il y a quand même une sorte de team. Voilà, t'as une fidélité, quoi. Oui, c'est parce que ça te rassure, c'est parce que c'est des gens qui. Non seulement ça me rassure, mais aussi parce que quand faire de la comédie, c'est toujours un peu compliqué. Et quand tu te marres avec des gens et quand il y a une espèce de bonne alchimie, c'est quelque chose de précieux. T'as envie de le protéger un peu. Ça, c'est pour le côté travail. Après, dans le côté intime, dans ma vie à moi, je suis aussi quelqu'un de très fidèle parce que j'estime que les plus belles relations se construisent sur le temps. Que les amitiés de passage comme ça, où tu vas être un peu pote rapidement, c'est pas comme ça que tu construis un vrai truc. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que moi, je me sens bien. Et donc, moi, j'ai toujours été hyper fidèle. Mais... même si tu es très entouré, même si les gens sont très honnêtes avec toi, il faut savoir les écouter aussi, tu vois. Parfois, c'est pas facile d'écouter ce qu'on te dit. Brahim aussi, t'as eu une période, tu dis, où t'as perdu pied, t'étais hors sol, tu te croyais plus intelligent que les autres. Toi, la moulette. Non, je suis pas encore arrivé à ce stade. Il arrive à m'avoir à chaque fois. Moi aussi, mais ça veut dire sursauté. C'est marrant, tu dis je suis pas encore arrivé à ce stade, mais donc tu te permets d'y arriver. Ouais. C'est prévu. Normalement, courant 2027. Dans un an et demi, dans un an et demi, normalement, je suis plus grand fils de pute d'Île-de-France. Voilà. Non, dans l'agenda. Non, non, en fait, je suis encore, j'ai pas encore pris place. Je suis là, même quand je tourne et tout. C'est-à-dire que tu te sens parfois un peu pas étranger, mais tu le fais un peu. Voilà, des fois je me dis peut-être que je suis peut-être en trop, peut-être que vous avez fait une erreur de cast ou quoi. Tu vois, je suis un peu dans le syndrome de l'imposteur. Un peu. Oui, voilà. Ah oui, ça, faut faire gaffe, faut le travailler ça. Après, ça peut vraiment devenir des vrais connards. Bah tu vois, ça y est, je suis un vrai comédien, je suis là, j'ai ma place. Allez, toujours faire foutre. J'en connais tellement.
Et le regard de ta famille, justement. Quand Pascal Ferlon. Encore lui. Non, le regard de ma famille, ça a été un peu compliqué. Moi, ma mère, elle voulait pas du tout que je fasse ça, tu vois, par peur. Par peur du milieu, par peur de. On l'a déjà dit, ça Brahim. Oui, c'est pas original, merde. Non, mais c'est vrai, moi, c'est vrai. C'est une mère méditerranéenne, c'est une oranaise. Elle était toujours là à me dire, écoute, aujourd'hui, c'est toi, tu les fais rire. Demain, c'est eux, ils vont rire de Watt. Oh putain. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ben c'est si juste en plus. C'est tellement vrai. C'est dur, hein. Si toi tu les fais rire, demain ils vont rire de toi. Ah ouais, c'est dur. Tu vois. Et t'as 15 aujourd'hui, piges, tu dois encaisser et aujourd'hui, comment elle voit ton succès? Parce que quand même. Ouais, il a fait du chemin, la Boulelle. C'est vrai qu'il fait son petit chemin et elle soutient, tu vois. Elle est fière, mais elle a toujours peur, tu vois. Bien sûr. Tu fais gaffe, Mais oui. Voilà, tu fais attention. C'est quand même vachement. J'aime à la répéter souvent dans ce podcast et dans les conférences que je fais à droite à gauche au chapeau dans la rue. Ce métier, c'est quand même. Et je l'ai dit aussi dans mon seul en scène. Ce métier, c'est aussi les montagnes russes émotionnelles. Tellement. Parce que t'es là, bim bam, t'es là comme ça. Donc attention à ceux qui n'ont pas encore descendu l'escalier, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous coller le coin de la gueule sur ces jeux. Un jour, t'as 30 balais, puis un jour, tu les as 30 balais. Et un autre mec de 30 balais. Et quand t'as des périodes de doute où t'as envie d'un petit peu de t'extraire de tout ça, toi, je sais que c'est un peu les bagnoles. Est-ce que toi, t'as un truc qui une sorte de refuge? Alors, ça peut être du sport, ça peut être. Ou un vrai refuge à la montagne, en pierre. Un vrai refuge à la montagne. Alors, j'ai pas un vrai refuge à la montagne. En revanche, moi, pour le coup, les États-Unis, oui, beaucoup. J'adore aller là-bas. Et j'aime le côté redevenir totalement incognito. Ouais, mais quand t'es aux États-Unis, est-ce que tu t'es un peu dans le même mood où tu vas voir des stand-up, des films, des machins? Je parle d'un truc qui t'extrait totalement parce que de c'est tout ma passion aussi. C'est-à-dire que si mais est-ce qu'il y a un truc qui t'extrait complètement de ça? Je pense qu'il fait du skateboard. Il a une tête à faire du skateboard. Très bien en plus. Pas du tout. En plus, je suis nul à ces trucs-là. Je trouve que t'aurais vraiment le style. Putain, il faudrait que je m'y mette peut-être. J'ai évidemment une passion qui est un peu originale, qui est la collection d'objets comme les cartes Pokémon, par exemple, comme les Warhammer. Comme le modélisme. Voilà, ça c'est un truc que j'adore. Le modélisme, genre les maquettes. Ouais, les maquettes, ouais. Et maquettes de quoi? Ça peut être des maquettes de trains, d'avions, ça peut être des reconstructions de mini-soldats. Qui croit dans le public? Dans le public, là. Qui croit? Personne. Toi, tu savais? Qui croit? Je savais, ouais. Tu savais? Je pense que c'est pas vrai. Ceci étant dit, moi, je te comprends. Je trouve que le côté maquette est hyper. Alors, ça peut prendre des heures. Je trouve ça génial. Et plutôt quoi? Des avions? En fait, c'est plutôt des rappels d'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'adorais les Warhammer. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous savez à quel point c'est passionnant. C'est quoi les Warhammer? Ce sont des soldats que tu achètes, tu construis ta propre armée et il y a des règles très précises. Oh là 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 là. Et j'adore aussi les Pokémon pour faire des combats de cartes Pokémon. Il y a toujours cette idée de combat quand même derrière. Là, je suis extrêmement déçu. Les Warhammer, c'est quoi? C'est des trucs que tu peins toi-même? Film de Claude Zidi Junior qui parle de ce combat, de cette guerre finalement. Les Warhammer, tu les peins toi-même? Tu les peins toi-même, tu les construis, tu les peins. Donc c'est vraiment la boutique à Dijon là où on a été. Ouais, c'est ça, je t'avais emmené. Et ça veut dire que tu traques sur le marché parce que je sais que tu peux acheter des cartes rares, tout ça, dès que tu échanges. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis le kiff, c'est aussi les objets de collection. Vraiment, il y a des trucs plus rares que d'autres, des cartes de sport, des cartes Pokémon, des cartes Magic aussi. Je trouve ça super. Et puis ensuite, il y a des figurines. Alors Warhammer, pour le coup, c'est moins coté sur le marché de la collection et de la pop culture, mais moi, j'adore ça. Comment va Salamèche? Écoute, il va extrêmement bien. Il évolue régulièrement, Draco. Tu sais qu'il a les cheveux courts, Salamèche. Ah ouais? Moi, au début, je croyais que c'était un mec qui avait une mèche. Oui, bien sûr. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ça prête à. Moi, j'ai pas qui était sale. Qui était sale, forcément. J'ai pas été dans cette période. Il avait une mèche sale. Et toi, ta passion alors, donc les bagnoles? Les bagnoles et voyager. Tu fais du tuning, non? Non, pas de tuning, non. J'aime bien tout ce qui est. Non, mais non, c'est pas vraiment. T'as un aileron. Non, tu peux dire. Moi, j'aime bien. T'as une Visa GT. Le 1987. Le vintage, j'aime bien le vintage. C'est-à-dire là, j'ai une 504 de 1972. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Et j'ai un classe S de 92 aussi. Attends, la 504, c'est l'ancêtre du taxi en Peugeot. fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ah ouais, la Peugeot 504. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a de mythique? Pourquoi cette voiture particulièrement? L'enfance, ça me rappelle l'enfance. 504 Peugeot, mais tu l'as conduit pour le voyage? Non, de temps en temps. Tu l'as conduit jamais quasiment. Non, ça fait un moment que je l'ai pas conduit. C'est plus pour le kiff de l'avoir, quoi. Oui, voilà. Elle doit le kiff de l'avoir et c'est. Ah oui, si elle nous écoute, on l'embrasse. Ouais. Non, tu vois, et même ça, c'est une histoire. Genre, même quand tu rentres, les odeurs et tout, c'est plus pareil. Là, tout électronique, ça n'a rien à voir. Ah ouais. J'aime bien un peu tout ce qui est. Et en l'occurrence, l'odeur, c'était quoi là? Ça sent la clope. Ah ouais, d'accord. Cigarette, le cuir, tu vois. L'essence. La moquette, l'essence. Le cancer, quoi. Le cancer. La mort, c'est ça, la mort. Bon, bah super.
Aujourd'hui, donc auteur, réalisateur, entrepreneur directement. Ça sert à rien de. C'est vrai, tout ça. Faire la liste. Est-ce qu'il y a un truc où tu dis ça, je veux le faire toute ma vie? Le seul truc que je veux poursuivre à vie, c'est quoi? Il y en aurait deux, franchement. C'est la scène et le cinéma. J'adore être sur les plateaux de cinéma. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a une. Tous mes sens sont en éveil quand tu le sais. Oui, non, mais je sais. Mais par exemple, la scène, est-ce que tu te dis pas? On peut se le dire, tu vois, peut-être passer un certain âge, le seul en scène, j'y crois plus. Peut-être que tu vois. Est-ce que c'est déjà des questions? C'est trop long les questions depuis tout à l'heure. Maintenant j'avais dit je dis rien, mais tu m'emmerdes, putain. Tu me fais chier, Jonathan. Chaque semaine. Depuis tout à l'heure. Mais oui. Non mais là c'est vraiment, je suis vraiment énervé en plus. Mais toi, parce que tu sais l'avantage c'est que toi t'as 3 mots dans ton vocabulaire, donc tes questions. Oui, mais moi du coup j'ai du mal à poser des questions, je m'en sors pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque semaine on gueule et on est quand même Couche-toi. On est content de se retrouver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis qu'on comprend rien. Non, moi je voulais juste rebondir sur ce que dit Kev. C'est que en fait ce que j'aime bien moi dans le cinéma, c'est d'être hors du temps. Parce que moi, en fait, vivre dans la vraie vie, c'est trop longtemps. La vraie vie. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La vraie vie, trop longtemps, moi, ça me. Il s'appelle comment ce podcast? Ça me crispe. Ah, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait. Deux hommes en colère. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors souvent, on fait à 4. Allez, on y va tous les 4. 3, 4. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Pourquoi c'est délicieux? Parce que on reçoit que des gens délicieux, on a envie de les faire goûter à ceux qui nous écoutent. Voilà. Alors, goûter, regoûter, pour certains qui ne vous connaissent pas ou peu. Il vous va très bien ce podcast. Et puis ce duo, il est inattendu. Mais qu'est-ce qui fonctionne bien, mon Dieu? Ça fait des années qu'il fonctionne. Écoute, c'est Fred, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc, et puis à un moment on a proposé à Fred de faire un podcast, et il a dit jamais sans mon John. Exactement. Et je suis arrivé. Waouh. Et il le regrette sans cesse. Elle est arrivée, parce que pour moi, ça reste une femme. Ouais, moi, c'est Jonathan. C'est la Lambert. Pour moi, c'est la grosse Lambert. C'est la Cristal. Et moi, je suis la grosse Lambert. Oui, donc je disais, est-ce que tu te dis parfois, ça par exemple, je vais l'arrêter, le seul en scène, je me vois jusqu'à 40 piges seul en scène, cinéma, est-ce que tu veux faire du théâtre? Est-ce que tu veux par la suite te dire plutôt, je veux devenir un Pygmalion, trouver des talents, produire? Tu vois non, alors, ou est-ce que devenir un Pygmalion, non, c'est ce qu'il fait déjà. Parce que c'est, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est comme un lion avec un pygmée. C'est un pygmée qui tient un lion au bout de sa flèche. C'est très impressionnant. Non, en revanche, je pense qu'à un moment donné dans ma vie, je serai plus devant la caméra, mais derrière. Je pense que ça me plairait de réaliser vraiment sans être à l'écran. Et ça veut dire quoi? Que quand tu te vois à l'image, par exemple, il y a des moments où tu te dis putain, ma gueule, j'ai du mal. C'est pas un truc qui me fait super plaisir en général. Par contre, je suis content de raconter des bonnes histoires. Donc, il y a des films où je suis content, mais j'ai l'impression que j'avais une crise d'ego plus jeune qui est en train de se soigner avec le temps, et donc je pense que bientôt j'aurai plus besoin d'être à l'écran. Voilà. Par contre, j'aime tellement les plateaux de cinéma et j'aime tellement imaginer ou raconter les trucs que ça, je sais que j'espère continuer à le faire toute ma vie. Ça, c'est le premier point. Pour la scène, c'est très dur de se projeter. Aujourd'hui, j'ai encore énormément d'envie de scène. J'ai l'impression d'être né un peu sur scène. Et puis, j'ai fait de la tournée non-stop pendant 15 ans. J'ai commencé à jouer mon premier spectacle, j'avais 17 ans. J'ai arrêté de jouer le dernier, j'en avais 32. J'ai arrêté et il n'y a jamais eu de pause. Dès que je termine un spectacle, j'étais en train d'écrire le prochain et ainsi de suite. Et donc, j'ai l'impression de m'être construit presque en tant qu'homme sur scène. Donc, j'ai du mal à imaginer ma vie. Il y a un petit rototo qui veut sortir, on dirait. Oui, il arrive. Il arrive. Ah oui, mais en plus, c'est avec des. Tu te construis face à des rideaux. Tu vois, enfin, c'est compliqué de se construire sur scène. Non, moi, le truc qui m'a fait beaucoup rire, mais par inadvertance, mais moi, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement comique, alors que c'est pas du tout. Mais je pense être quelqu'un un peu de décalé. J'ai une vision du monde qui, ma foi, est différente. C'est quand tu avais fait cette émission. Qui sait, en terrain connu. Ah non, mais c'était très drôle. Hein. Mais c'était fou. Mais en même temps, c'est ça qui est marrant. C'est le contraste entre des gens. Et ça m'étonne pas que ça t'ait fait rire. C'est presque une scène de film. C'est le début d'une scène de film. Un de leurs plus grands fous rires. C'était fou. Mais toi, quand tu le fais, quand les gens le font au premier degré, donc c'est normal. Mais des fois, il y a des trucs qui te provoquent, qui sont drôles parce que c'est deux mondes différents qui se rencontrent, alors que c'est pas forcément. Moi, j'ai souffert vraiment. Mais moi, je pourrais pas faire ça. J'ai souffert premier degré. J'étais très heureux évidemment de faire cette émission. Moi, je pourrais le faire, mais j'avais envie d'y aller pendant les soldes. Non, mais j'avais très envie d'y aller. Mais ce que les gens ne savent pas, en tout cas pour l'expérience que moi j'ai vécue, je peux en faire une généralité, c'est que ce que tu vois à l'écran, c'est vraiment la partie très immergée de l'iceberg, quoi. Tu vois, c'est des heures et des heures de. C'est 3 semaines sur place, 3 semaines à être déconnecté, coupé de tous les codes que tu peux connaître dans ta vie, quoi. Et donc évidemment que tu vis des moments magiques, merveilleux. Évidemment que quand tu pars de là-bas, putain, tu sais que ça a été un voyage spécial.
Mais putain, t'en chies. Moi, tu oublies la caméra, vraiment, au bout d'un moment. Ouais. Tu en as plus rien à foutre. Moi, je disais des trucs qu'ils n'ont évidemment pas gardés au montage. Mais j'en avais plus rien à foutre de la caméra. Je faisais même plus attention. Et puis, c'est une toute petite équipe. Là où c'est plutôt bien pensé, c'est que ils sont 7, en fait. Tu vois, l'équipe avec toi. Donc, c'est des compagnons de voyage, quoi. Tu vois même plus des cadreurs ou des gens de. Tu vois. C'est fou. Je trouve ça très impressionnant comme truc. Et quel rapport t'as ta gueule, toi, quand tu te vois vraiment parler de quel rapport qualité-prix ou un rapport normal? Non, mais c'est vrai, quand tu te vois, est-ce que c'est quelque chose. Un rapport homme-femme? Toi aussi, d'ailleurs, je vais te la poser, ma Cristal. Mais pose-moi des questions. Ah oui, mais chacun son tour. La Boulelle. Oui. Quand tu te vois, est-ce que ça te dérange? Est-ce que non, mais je dis ça parce qu'il y a des comédiens qui ne regardent pas leurs films. Hein, j'en fais partie. Ah ouais? Moi, je déteste. Je déteste ça. Ah ouais, tu détestes aussi. Moi, je me déteste. Quand je vois ma gueule, je me dis ça merde. Souvent, hein. Ah ouais. Par contre, t'aimes bien le faire. J'adore. J'adore. Mais ce qui est très bizarre, c'est que j'arrive presque à être un peu bipolaire, un peu schizophrène là-dessus. C'est-à-dire quand on est au montage d'un film, j'ai aucun problème à avoir ma gueule. Ah, je suis complètement d'accord. Quand on est dans le travail, il faut choisir les bonnes prises. Ouais, exactement. Il faut machin. Mais le produit fini. Ouais, le produit fini, ça passe à la télé où il faut aller à une avant-première de je sais pas quoi. Hors de question. Mais j'ai tout le temps le doute, moi. Tout le temps, je me dis, mais waouh, mais pourquoi ils m'ont pris? Toujours. Ce qui est dingue, c'est que tu arrives à transmettre ce doute à tout le métier. Ça, c'est très fort. Bravo à toi. Ça, c'est un bon acteur. Oui, du coup, moi, je doutais un peu aussi. Là, non, mais toi, quand tu te vois, Fred. Non, moi, alors, si, parce qu'il y a la série qui va bientôt, parce qu'on est en promo. Il y a ta série, enfin ton unitaire qui va sortir sur France Télé. On en parlera plus tard. Oui, mais tout de même. Quand est-ce que ça sort, cette petite histoire? Non, mais je peux répondre. Ouais. Là, on s'est sérieux ou vrai? On peut parler 2 minutes sérieusement ou c'est impossible avec toi? Si, c'est possible. Donc, moi, je voulais dire, concernant mon rapport à l'écran, et à ma personne, que, en fait, le premier visionnage, à chaque fois, mon cerveau, et ça n'a jamais changé, me rappelle exactement. Ah bah oui, mais derrière la porte, on avait rigolé. Là, j'avais poussé un truc. Tu vois le hors-champ, toi. Tu vois tout le hors-champ. Ah oui. J'arrive pas du tout. Donc c'est le deuxième visionnage où là, j'arrive à me concentrer. Ah oui. Et à vraiment voir le film sans penser à rien. Le premier, c'est horrible. Et c'est encore pire dans les trucs, les films dramatiques, parce que là, tu repenses à plein de choses justement qui n'ont rien à voir, qui sont plutôt ça te fait sortir du film. Je sais pas si c'était intéressant, mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Moi aussi, je le vis. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle d'un film dans lequel j'ai joué, j'ai du mal à donner mon avis parce que je dis, écoute, moi, forcément, bah oui, ça c'est normal, on le vit de l'intérieur, on se souvient, donc on a un souvenir qui est un petit peu altéré. Enfin voilà. Quel souvenir tu gardes par exemple du film Le Jour J? Ah oui, j'allais en parler. Vous jouez pas tous les trois dans Le Jour J? Oui, tout à fait. C'est la première fois que ça arrive dans le podcast. Ah, mais c'est vrai, j'avais pas. On est toujours 4 personnes. C'est vrai qu'on joue dans le même film tous les trois. Dans le même film, Et Loïc, notre réalisateur aussi, tu joues dedans? Oui, tout à fait. Justement, faut en parler. Il joue un soldat de la Wehrmacht avec beaucoup de brio, je vous le dis. Ça sort quand? Le Jour J, donc c'est une comédie. Le 15 octobre, c'est une comédie. Avec du burlesque, ce qui est assez rare. Très burlesque. Avec du burlesque, avec du bon dialogue, avec des bonnes situations et surtout du grand spectacle. Et c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui de proposer de la vraie comédie d'aventure avec une lumière, une photo quand même assez géniale. Laurent Dayan, bien sûr. Laurent Dayan. Oh bah oui, les gars, je le connais bien. J'ai fait le Marsupilami, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, tous les films de Chabat. Enfin, c'est quand même. Même là, je vais me tourner un autre film avec Laurent Dayan. Superbe. Et justement, la réalisation. Et là, ah oui, alors. Justement. Parce que je te vois, moi. Je te vois, je t'observe. Quand même, tu aimes bien donner ton avis au réalisateur. Même sur Google, il paraît que tu donnes tes avis sur Google. Très régulièrement. T'aimes bien donner ton avis. J'adore donner mon avis. Dès que je passe une nuit de merde dans un hôtel, ils le savent, mais alors à la minute. Moi, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Moi non plus. Moi non plus, je l'ai jamais fait. Je suis contre cette politique inhumaine. Pardon. Tu sais que la dernière fois, non mais c'est marrant parce que petite anecdote, c'était un dimanche, je voulais voir s'il y avait genre un Franprix à côté de chez moi qui était ouvert, donc je tape Franprix pour voir les horaires dimanche et tout, je vois que c'est ouvert et là je vois le premier truc qui apparaît, c'est les étoiles avis Google. Je me dis mais quel avis on peut donner sur un Franprix? Et il y avait quelqu'un qui disait à la caisse, la personne a été peu souriante, peu avenante. À quoi ça me fait je me penser? dis mais comment tu peux déjà demander à une caissière, ce qui n'est pas le métier le plus engageant, le plus entraînant du monde, d'être souriante avec tous les clients. C'est un métier extrêmement dur. En rentrant chez soi. Tu sais à quoi ça me fait penser, les avis? Au sketch à l'époque justement de Gad. Le personnage qui répondait au courrier, à la pub. Incroyable, ce sketch est exceptionnel. Je vous appelle au sujet du fascicule que vous avez envoyé chez moi. Ça fait penser à ça. Les gens qui laissent des avis sur des trucs. Il y a un de ces sketchs les plus absurdes d'ailleurs, qui est vachement bien. Ça et le mec qui essaie de reprendre la clope.
Ah oui, ça c'était génial. Assez génial. C'était génial. Mais pour la réalisation sur ce que tu dis, je me permets une espèce de collaboration à la réalisation, beaucoup avec Claude d'ailleurs. On est encore dans la collab. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme j'écris, je participe souvent à l'écriture, j'ai une manière où tu t'imagines toujours un peu comment tu as envie de faire la blague, et donc tu te permets de le dire. Et puis Claude me laisse beaucoup de place aussi là-dessus. Ça c'est bien, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des réalisateurs qui te laissent pas du tout l'espace, et d'ailleurs c'est respectable, c'est leur projet. Mais pour le coup, Claude est très... friand de ça, très avenant, il adore ça. Il adore cette collaboration-là. Et ça veut dire qu'il y a aussi des films dans lesquels tu as joué où tu es alors déçu de la réalisation, mais où tu te dis... Tiens, on peut aller jusque-là, j'ai été déçu parfois. Tu dis, parce que moi je le voyais pas comme ça et j'aurais bien aimé... Complètement. Donc c'est ce qui peut te donner envie de réaliser. Et d'ailleurs, je vais aller encore un peu plus loin, si vous me le permettez. Je vais aller carrément au 82 rue de Longchamp. C'est ça. Non, je vais aller encore un peu plus loin. J'ai l'impression que plus j'avance dans ce métier, plus... je suis pleinement heureux dans les projets dans lesquels je peux un peu intervenir partout. En tout cas, collaborer et discuter avec... parce que j'aime bien l'idée de diriger les acteurs ou de discuter d'une scène tous ensemble, où chacun peut donner son avis, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Pour moi, c'est vraiment... c'est vivant, quoi, tu vois. Donc, on peut tous en parler, proposer... inventer, improviser, mais beaucoup d'impro d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est ça qui est génial. J'ai lu une interview c'était vraiment très très ouvert. J'ai vu il y a 2 semaines une interview de Steven Spielberg, qui est quand même pas le dernier des cons, qui dit... Rappelle-nous juste qui... Steven Spielberg, c'est... Alors pas du tout le réalisateur, hein, c'est un homonyme, c'est un pote fudge ashkénaze qui vit dans le 15e. Un très bon pastrami. Le Spielberg pastrami, allez-y, c'est délicieux, bref. Et le gars il disait, si vous estimez que votre scénario est fini au début du tournage, alors votre film est déjà fini. Et j'ai trouvé ça génial. Il dit c'est une œuvre vivante, organique. Le scénario est une base, mais en fait, il va se réécrire constamment pendant le tournage. Et si c'est pas le cas, vous avez de très grandes chances de faire un mauvais film. Et c'est vrai, non seulement c'est vrai pour tout, mais ça l'est encore plus pour la comédie. Enfin, je veux dire. Et pour les œufs durs. Et je me permets de rebondir par une question qui a aucun rapport avec ça, parce que j'y pensais depuis tout à l'heure. Est-ce que vous auriez aimé faire un autre métier ? Quel métier auriez-vous aimé exercer à la place de celui que vous faites actuellement? Il n'a pas pris ses cachets. Donc Fred, la question était hyper claire déjà. C'était clair. C'était clair. Mais reprends tes cachets. Alors quand même. toi, t'aurais voulu faire quoi? Mais non, mais il le disait, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de nécessité. Et tu le disais tout à l'heure. Oui, moi j'aurais rien aimé faire d'autre. Mais si j'avais été obligé, voilà. Imaginons que j'étais obligé, j'aurais été boulanger-pâtissier. Voilà, très bien. Sincèrement. Ouais. Et pourquoi? Parce que tu fabriques quelque chose dans ton coin, puis tu le proposes aux gens et ça leur provoque du bonheur. Donc il y a un peu une corrélation, une espèce de similitude avec ce qu'on fait nous. Et les odeurs. Voilà. Putain, le kiff de rentrer quand même dans la boutique et ça sent le croissant, le beurre. T'as connu. Et toi, Brahim? Moi, c'est pilote de ligne. Ah voilà. Ah ouais. Moi, j'aurais aimé faire ce que vont faire les nouvelles générations, c'est-à-dire qu'eux, ils pourront, c'est-à-dire multiplier les métiers. Et ouais, c'est ce qui va arriver et vous allez le voir. Enfin, moi, j'ai vu sur Internet. Tu pourras être enfin boulanger. Mais il y a souvent ce truc-là chez les acteurs. Il y a un peu de cette schizophrénie d'avoir envie de faire plein de choses. Mais par contre, tu peux pas mélanger. Tu vois, moi, j'aurais aimé être ostéopathe, chanteur, joueur au FC Barcelone et commandant de bord. Et pourquoi ostéopathe? Parce que j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes dans l'ostéopathie? C'est que ça règle quasiment tous les problèmes. C'est la science du corps, sur des... Tu sais pas que t'as mal là, la médecine chinoise, tout ça, l'ostéopathie, le mélange. Moi aussi, j'aime bien ça. J'adore. Voilà, donc j'ai dit 4 métiers en un mois. D'accord. Et toi? Ah, tout de même, on me demande. Non, parce que j'attendais, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Ébéniste. Moi, je suis un fou du bois. Voilà, j'ai une passion pour le bois. Non, mais c'est vrai, j'ai une passion pour le bois. Et je trouve qu'on devrait vivre dans un monde en bois. Manger du bois, dormir sur un lit en bois. On est sur quel genre de bois là là, on est sur du bois. Là, c'est du chêne, je dirais. Pour moi, c'est du chêne. Ça, c'est peut-être du cerisier ou du poirier ou du méningier. Là, je viens d'inventer le méningier. Ça n'existe pas. Bien sûr. Superbe. Et ce sont des micros en bois. C'est l'heure d'arrêter, non, Loïc? Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, nous, on paye, alors c'est un petit peu le truc, on paye l'électricité et on a des forfaits, on peut pas dépasser. Ça se coupe à un moment donné, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ça va se couper. C'est dommage parce que, je vais vous dire, ce podcast gagnerait à être plus long. Ouais, mais ça sera plus long après.
Ce sera plus long. On aura les autres forfaits. Ça sera plus long à partir du 15 octobre parce que ça tombe le jour de la sortie d'un film. Waouh. Le jour J, bien sûr. Voilà, dans lequel, je crois que je fais une panouille dedans, une panouille. C'est ça. Moi, je suis figure à la fin. Tu passes ta caboche. Ouais, je longue panouille. Moi aussi, une petite participation. Bah voilà, écoute. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Voilà que la Dorian nous met dehors. Alors il y a un principe dans ce podcast, c'est que c'est vous qui terminez le podcast. Nous on sort, vous dites ce que vous voulez sur nous, sur le film, ce fameux film qui va sortir. C'est vous qui finissez voilà, ça peut durer 30 secondes. On était très contents. On était très heureux parce qu'on a enfin appris qui se cachait derrière la boulelle, qui se cachait derrière l'Adams. On peut dire l'Adams ou l'Adams. L'Adams, c'est pas mal. La grande Adams, la grande boulelle. Ou la Kev, la Kev. Et la grosse Lambert, elle va me suivre et on les laisse tranquilles. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Salut les gars. Wow. Bah écoutez, merci de nous avoir écouté. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là, vous êtes aussi tarés que les deux personnes qui le tiennent. Hein. On vient de vivre un grand moment, je crois. Un grand moment. En fait, il n'y a pas de différence entre le moment où ils s'installent et quand ils sont en train de manger dans un sandwich au bout de la table. C'est ça qui est génial, je crois que c'est ce naturel-là. Parce que ils sont fous et je crois que si vous écoutez ce podcast et vous prenez un plaisir fou, c'est parce que ils ont cette liberté-là, les deux. Exactement. On a envie de passer un week-end avec eux, franchement. Parce que le podcast est trop court. Moi, j'ai soit envie de passer un week-end avec eux, soit envie de coucher avec eux. Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est bien. Ça, ce serait sympa. Ça serait sympa. Écoute, on s'organise ça. Cap d'ail. Qu'est-ce que t'en penses? Super. On va vous faire une super sextape qu'on mettra en ligne. Et vous savez comment elle s'appellera? Elle s'appellera Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. Des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi, re-instagrammer, re-tiktoker, enfin bref, le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs, c'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier les nos aime noms partout dans la rue, enfin voilà, dire que c'est génial, parce que sinon quoi, c'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez, tenez, goûtez, c'est délicieux.